Bienvenue à Paysage d'affaires, le balado de la Société d'aide au développement de la collectivité de la région de Quaticook. On peut se dire SADC entre nous. Je m'appelle Virginie Paul, je suis agente de communication à la SADC. Dans ce balado, on fait des rencontres inspirantes. Je vous fais visiter les paysages d'affaires de la région de Quaticook et les différents portraits de la communauté d'affaires qui habite notre territoire. Cette saison, on parle d'économie sociale. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quelle est la différence avec l'entreprise privée? Comment faire de l'économie sociale? Écoutez, on va répondre à toutes ces questions ensemble lors des 6 prochains épisodes de Paysages d'affaires. Venez avec moi, on part à l'aventure! Aujourd'hui en studio, je suis accompagnée de Maude Sévigny. Bonjour Maude! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Maude travaille au pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Et c'est quoi ça, Maude, le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie? Bien, le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie, ça le dit aussi dans le nom de l'Estrie, on est une organisation, un organisme régional et on est un réseau d'affaires des entreprises d'économie sociale et on est aussi un organisme de développement socio-économique qui est dédié à 100% au développement de l'entrepreneuriat collectif ou économie sociale à travers la région de l'Estrie. Il y a des pôles d'économie sociale à travers toutes les régions du Québec. Puis il y a une petite histoire aussi à la naissance. Ah oui? Je te raconte cette petite histoire. Toujours. Initialement, en fait, quand on regarde les entreprises collectives se rassemblaient, cherchaient des endroits où se rassembler entre elles pour pouvoir partager des pratiques, puis bien comprendre. Puis souvent, ils se ramassaient, par exemple, dans des rencontres avec des organismes communautaires. Mais là, les entreprises collectives se disaient c'est difficile parce qu'on partage certaines valeurs, bien sûr, puis certaines formes de gouvernance, mais on a toute la portion du volet marchand, des impératifs financiers en termes de vente de produits et services puis de revenus autonomes. Donc là, ils se sont dit, OK, bon, on va essayer aussi des fois d'aller un petit peu plus du côté, je sais pas, des chambres de commerce. Ils sont allés là, mais encore une fois, ils ne se sentaient pas non plus à leur place parce que tout le volet des membres, de la gouvernance démocratique, puis de certaines aussi valeurs qui sont propres à l'économie sociale, bien, ils ne retrouvaient pas là non plus. Donc, il y avait de la difficulté à trouver un lieu pour se rassembler. On s'est dit, on va leur offrir un espace pour qu'ils puissent se rassembler ensemble, se retrouver vraiment entre entreprises qui ont le même genre d'ADN, qui puissent partager leurs pratiques et leurs réalités. Et voilà, les pôles sont nés. Oui. Et dis-moi, Maude, quelle motivation t'ont conduit à choisir ton rôle actuel? Et plus précisément, pourquoi le domaine de l'économie sociale et pas un autre? Oui, bien, pour moi, l'économie sociale, ça fait énormément de sens. Donc, j'ai étudié en communication, marketing, puis je voyais ça, puis je me disais, j'ai le goût de mettre ce que je connais, ce que je sais, au profit d'organisations qui, pour moi, ont des retombées socio-économiques positives dans la communauté, puis qui répondent à des besoins de la communauté. Donc, c'est ce qui m'a poussée à aller vers l'économie sociale, puis à travailler au pôle, parce qu'au pôle, à la fois, on valorise ce modèle-là, ce modèle d'affaires, les entreprises aussi, mais à la fois aussi, on aide des entreprises à démarrer. Donc, on les accompagne à travers ces processus-là. On accompagne les groupes porteurs à travers des processus de démarrage puis d'idéation d'entreprise. Puis, on travaille aussi avec des entreprises existantes. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. On travaille avec plein de types d'organisations, plein de types de personnes qui veulent changer le monde à leur façon. Ça doit pas être ennuyant, là. Toujours si agréable. Écoute, on va commencer déjà à adresser c'est quoi l'économie sociale. Donc, on va discuter du modèle d'affaires, du statut juridique et de la gouvernance. Mm-hmm. Donc, on se lance! Donc, dis-moi, Maude, comment se définit le modèle d'affaires de l'économie sociale? Tu l'abordes un peu tantôt. Est-ce que c'est exclusif aux communautés ou à d'autres secteurs? Mm-hmm. Bien, d'abord, l'économie sociale ou l'entrepreneuriat collectif, vous avez vu, on utilise un petit peu les deux. Bien, l'économie sociale, c'est pas un secteur d'activité, c'est un modèle d'affaires
qui œuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Ça, je vais y revenir dans quelques instants. Mais c'est un modèle d'affaires qui répond d'abord aux besoins d'une communauté, puis qui va y répondre par des produits et services, qui va y répondre avec des produits et services qui s'inscrivent dans un marché aussi, mais qui s'assure de répondre à ces besoins-là de façon avec des valeurs d'inclusion, avec des valeurs de participation, avec des valeurs démocratiques, bien sûr. Ça, je sais qu'on va en reparler dans quelques instants, de la gouvernance démocratique en soi. Mais ce sont des organisations, donc c'est une façon d'entreprendre avec du sens, d'entreprendre collectivement, puis d'entreprendre de façon viable. Puis, concrètement, on pense à, par exemple, des OBNL, donc des organismes à but non lucratif, qui ont des volets marchands, ou à des coopératives, puis il existe différents types de coopératives, ou encore à des mutuelles. Ça, on en parle un peu moins, mais il y en a aussi plusieurs mutuelles. Donc, des OBNL, des coopératives, puis des mutuelles, ça fait partie de l'entrepreneuriat collectif des entreprises d'économie sociale. Puis, dis-moi, quel est le poids et le poids économique de l'économie sociale dans l'ensemble du tissu économique? Bien, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, c'est dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, ça, si on regarde les entreprises d'économie sociale, bien ici, juste en ce moment, à ce micro-ci, on est au CIGN, qui est une entreprise, qui est une radio coopérative, donc qui est une entreprise d'économie sociale. Donc, ça donne une idée. On en a en télécommunication, on en a aussi en agroalimentaire, en habitation. À Quaticook, il y a l'OBNL L'Entrée, par exemple, qui est une entreprise d'économie sociale, la coopérative funéraire, le Centre d'art Rosinski, des CPE. Bon, il y en a dans tous les secteurs d'activité parce que ça répond à des grands enjeux d'actualité dans la communauté, dont les CPE ou autres en santé ou en d'autres types de besoins. Puis, tu sais, si on regarde juste ça, comme on dit des fois, on a l'impression que c'est un secteur à part, mais vu que ça touche tous ces secteurs-là, bien, ça devient très gros, ça devient un gros poids à travers, parce que c'est un modèle d'affaires, c'est une façon d'entreprendre dans ces secteurs-là. Juste pour vous donner une idée, au Québec, l'économie sociale va employer plus que le secteur de la construction. Oh my God! Donc, on parle... C'est impressionnant! Bien sûr, on parle c'est ça, on parle au Québec au complet là, de 53,6 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Si on regarde juste en Estrie, il y a 760 entreprises d'économie sociale, Wow. qui est selon le dernier portrait statistique, là, qui est en 2022 ou 2023, mais ce qui est quand même 200 de plus qu'il y a à peine 5-6 ans, là, en 2016. C'est énorme! Donc, Wow. oui, ça prend de l'ampleur comme mouvement. Ça s'inscrit clairement dans la transition écolo. Donc, c'est transition socio-économique, tout à fait. Absolument. Puis beaucoup d'emplois à travers la région. On parle que l'économie sociale, c'est presque 8 des emplois en Estrie. Là, Quand même, hein? Ouais. C'est non négligeable, mine de rien. Ouais. Hein? C'est impressionnant. Écoute, on va parler un peu de statut juridique. Bien sûr. Donc, là, tu as nommé tantôt que t'alternes entrepreneuriat collectif et économie sociale, mais sincèrement, y a-t-il vraiment une différence ou les deux s'équivaut pour vrai, là? Bien, économie sociale, c'est un peu le mouvement de l'économie sociale au sens large. Donc, l'économie sociale, ça inclut les pratiques d'économie sociale, ça inclut les entreprises d'économie sociale, oui, mais aussi, par exemple, des volets d'économie sociale dans des organismes communautaires. Oui. Ça va inclure toute une logique du mouvement global dans l'écosystème, les organisations qui soutiennent l'économie sociale. Quand on pense à entrepreneuriat collectif, puis là, tu sais, c'est ça, ce sont c'est des petites nuances, mais quand on parle d'entrepreneuriat collectif, c'est la façon d'entreprendre autrement, d'entreprendre collectivement en groupe. T'sais. On démarre une organisation parce qu'on est des personnes dans la communauté qui ont décidé de se mettre ensemble pour répondre à ce besoin-là. On continue de porter l'entreprise avec une gouvernance démocratique, avec des membres. Donc, on continue d'agir dans le collectif. C'est pour moi la petite nuance, mais on va souvent utiliser les deux termes. C'est un petit détail. Rendu là, ça nous donne plus de vocabulaire. Mais merci pour les précisions. C'est très apprécié. Et dis-moi, Maude, comment le statut juridique d'une organisation va l'influencer? Comme là, on parle d'OBNL, coopérative, mutuelle, etc. Bien, si on regarde, par exemple, la différence entre une entreprise d'économie sociale puis une entreprise privée. Oui. Dans une entreprise privée, oui, il y a des entreprises privées qui sont sociales et qui veulent quand même répondre à un besoin de la communauté, mais c'est dans la notion de la propriété. Il y a une forme
d'enrichissement relativement individuel, en ce sens qu'une entreprise, un entrepreneur privé, l'intention, c'est d'aller chercher du profit dans une intention de performance, tandis que dans une entreprise d'économie sociale, c'est d'enrichir la communauté, d'enrichir la collectivité. Donc, par exemple, si on prend un OBNL, l'OBNL va appartenir à la collectivité, appartiendra pas à une personne. Si à un certain point, on ferme l'OBNL parce qu'on ne peut pas vendre une entreprise d'économie sociale. Si à un certain moment, on la ferme, l'argent qui reste de ça doit être redistribué à d'autres organisations qui ont des valeurs semblables puis des missions semblables. Dans le cas d'une coopérative, par exemple, on va dire que c'est une coopérative. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont membres, par exemple, d'une coop et qui vont participer à la copropriété de l'organisation, qui vont se mettre ensemble pour cette organisation-là. Donc, en entreprise privée, on va dire que plus il y a de l'argent, plus il y a du pouvoir. Si on pense à des actionnaires, par exemple, on parle d'une grosse entreprise privée, là, par exemple, avec des actionnaires, bien, les actionnaires, plus ils ont d'argent, plus ils ont d'actions, plus ils ont de pouvoir décisionnel. Tandis que dans une entreprise d'économie sociale, un membre égale un vote. Que ce soit en OBNL, que ce soit en coopérative, un membre égale un vote. C'est vraiment démocratique. Pour moi, c'est là les grandes différences, mais il y a aussi évidemment les différences au niveau financier. Comme par exemple, je dirais que c'est une diversification des revenus. Dans le cas d'un OBNL ou d'une coopérative, on va avoir des revenus qui vont être issus de vente de produits et services, mais il peut aussi avoir des subventions, des ententes de services avec des ministères. Il peut avoir, parce qu'on continue de répondre à un besoin de la communauté. Donc, il y a des revenus qui sont diversifiés, tandis qu'en entreprise privée, ça va être uniquement basé, oui, des fois, il y a des financements, là, mais ça va être uniquement basé souvent sur les revenus de vente, par exemple. Fait qu'il y a une certaine diversification de ça. Il y a toute la communauté autour, donc les membres. Bien sûr, bien oui. Puis ça, c'est toute la gouvernance démocratique des membres, dans l'ancrage dans la communauté. Une entreprise d'économie sociale, c'est ancré dans sa communauté. D'abord et avant tout. Ça peut pas être vendu aux États-Unis, là. Justement, parlant de gouvernance, te nommer justement un membre, un vote, pourrais-tu donner un peu plus de détails là-dessus et pourquoi c'est autant important dans une organisation d'économie sociale, le concept de un membre égale un vote? Bien, d'abord, c'est des valeurs. Hein. L'économie sociale a des valeurs d'inclusion, de participation, d'équité, de solidarité, de représentativité aussi de ses membres. Donc, ce n'est pas le pouvoir, comme on disait tantôt, ce n'est pas l'argent qui donne le pouvoir, mais bien la participation des membres. Donc, il y a ça d'abord. Et ensuite, si on regarde, par exemple, une assemblée de membres, donc ce sont des membres d'une communauté qui décident de dire, OK, on paye une adhésion, par exemple une cotisation annuelle pour soutenir une organisation, pour dire, OK, je suis membre, donc je peux participer à la vie associative. Je vais me rendre à l'Assemblée générale annuelle. Je vais voter pour élire un conseil d'administration qui est représentatif des membres. Donc, d'où on va dire un membre égale un vote, parce qu'on va voter pour des personnes qui nous représentent, puis ensuite, ils vont aller au conseil d'administration. Et ça va être ce conseil d'administration-là qui va s'occuper d'être les gardiens de la mission, puis des grandes orientations stratégiques. Puis il y a toujours l'équipe terrain bien sûr, qui travaille en collaboration avec cette espèce de conseil de sages qui est le conseil d'administration qui représente les membres. Donc, les membres font confiance au conseil d'administration, délèguent un peu ce pouvoir décisionnel-là à un petit groupe qui, eux, ensuite, vont faire une délégation de pouvoir à l'équipe terrain. Ça, c'est un cas assez classique, mais quand on pense, par exemple, avec des coopératives de travail, bien ça va être des fois les mêmes individus qui vont simplement changer de chapeau là, à ce moment-là. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, pour que ce soit réellement inclusif, bien, il y a une démocratie qui est nécessaire ici. Oui, puis on parle de conseil d'administration, mais l'Assemblée générale des membres, quant à elle, c'est quoi la différence? Comment ça s'inscrit dans cette triade de l'Assemblée générale, le conseil d'administration, l'équipe terrain? Quelle est la dynamique entre les trois? Bien, les membres, ça peut être... En fait, toi, tu es membre d'entreprise d'économie sociale, assurément. Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent ici, ont des enfants dans un CPE, ont fait affaire avec une coopérative funéraire. Donc, ils sont membres, on est membre d'une entreprise. Donc, à ce moment-là, les membres vont se retrouver une fois par année dans une AGA, une Assemblée générale annuelle. Donc là, ils vont se regrouper ensemble et c'est à ce moment-là
qui va avoir, par exemple, on va prendre connaissance du plan d'action et du rapport annuel qui va être présenté par l'équipe terrain. Puis, on va s'assurer, tu sais, de se tenir au courant, de contribuer aussi aux grandes décisions, s'il le faut, à ce moment-là, en assemblée. Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là, lors d'une assemblée générale annuelle, qu'on va faire l'élection d'un conseil d'administration. Et c'est ce conseil d'administration-là, ensuite, qui va être les gardiens de la mission, des grandes orientations stratégiques. Donc, il est élu par l'Assemblée des membres, mais il se doit d'être représentatif aussi des membres. Donc, si on a différents types de membres, bien, on s'attend que les sièges du conseil d'administration représentent aussi les types de membres là, qu'il y a dans la grande assemblée, je dirais. Ouais. Super. On va embarquer, Maude, dans le petit segment un peu plus ludique. Je vais te donner 2 options. Donc, A ou B. Et tu peux pas choisir les 2. Là. Tu dois vraiment choisir A ou B, vraiment. Là. Et c'est évidemment des faux dilemmes. À savoir d'économie sociale, évidemment, toujours. Donc, on en a préparé 5 pour toi. Est-ce que tu es prête? Oh oui, je suis prête. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu choisis entre une coopérative à 3 membres ou à 25 membres? Oh là 25 et plus, là. Ouais. Ah, c'est difficile, mais j'ai le goût de dire 25 et plus. Ah oui? Peut-être un petit peu moins des fois de flexibilité, mais Caroline, qu'on peut aller plus loin. L'intelligence collective. L'intelligence collective, on s'assure de comprendre vraiment les besoins sur le terrain, puis d'avoir des yeux partout, puis des bras aussi. Des bras? Prochaine question. Donc, choisir un membre du conseil d'administration pour ses compétences ou choisir un membre du conseil d'administration parce que c'est un ami? Ses compétences. Oui, ce n'est pas rien être sur un conseil d'administration. C'est des responsabilités. C'est des responsabilités, puis c'est de l'imputabilité aussi. Puis ça demande de mettre ses compétences, puis oui, son profil aussi, puis ses connaissances au profit d'une organisation. Donc, c'est d'investir qu'est-ce qu'on a comme bagage. Tu sais. Il y a un engagement, c'est pas juste aller prendre une bière avec des copains. Non, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir du plaisir autour de la table dans un conseil d'administration. Prochaine question. Donc, augmenter le membership ou améliorer les services? Oh, dans quelle intention? On dirait que... Comme tu le sens, là, on est en croissance. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dirait que j'aurais tendance à aller du côté des services. Valider si nos services initiaux sont encore en phase avec les besoins du milieu. Le milieu évolue tout le temps. Le contexte socio-économique évolue tout le temps. Puis sociopolitique, comme on peut le voir aussi. C'est pas reposant. Donc, comment on fait pour s'assurer que ce qu'on fait est toujours pertinent? Les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises qui sont résilientes, robustes et pérennes. Ils durent dans le temps parce qu'ils sont capables de s'adapter, parce qu'ils sont capables de regarder puis de dire, OK, non, ça, c'est plus pertinent, nos services, on les adapte, on les ajuste, on valide avec nos membres, on valide avec notre communauté, nos bénéficiaires, nos usagers, nos clients, puis on ajuste nos services. Puis après ça, si c'est un enjeu financier, bien là, on regarde nos tarifications. Peut-être qu'on agrandit notre bassin de clientèle, peut-être qu'on va démarcher une nouvelle clientèle. Puis on ajuste. Intéressant. Yes. Là, on s'en va vers les dernières questions. C'est peut-être un peu plus épicé. Une nouvelle présidence ou une nouvelle direction générale d'entreprise d'économie sociale? Écoute, ça dépend du contexte. Bien sûr. Nouvelle présidence ou une nouvelle direction? C'est une question de cycle. Hein? Souvent, là, quand on travaille avec des humains ici, dans un contexte d'entrepreneuriat collectif, et les humains ne sont pas permanents, et il y a des mandats qui sont cycliques, des contrats ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire avec. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, si on regarde une nouvelle présidence, ça peut être intéressant. Il y a du changement sur un conseil d'administration, mais tu sais, un conseil d'administration prend ses décisions au conseil d'administration. Donc, tu sais, oui, des fois, ça peut être pertinent de permettre du changement, comme tu le dis très bien, c'est cyclique, d'avoir une direction générale ou une coordination ou une co-direction générale, comme on le voit de plus en plus dans les nouveaux modèles. Il y a quelque chose qui est important là-dedans en termes de stabilité, en termes aussi d'ancrage aussi auprès des partenaires.
clair, puis de savoir vers où on s'en va, puis d'être capable d'être leader d'une équipe, puis d'être à l'écoute de cette équipe-là, d'être cohérent avec les valeurs de l'économie sociale au sein de l'organisation, dans les ressources humaines. Mm-hmm. Donc, une bonne direction générale, là, c'est une C'est winner. Ouais. On va y aller pour une dernière question. Donc, soutenir l'émergence d'entreprises collectives ou renforcer les entreprises du territoire. Oh, c'est 2 de nos rôles, ça, au pôle. Ouais! Donc, c'est dur à choisir. Je cacherais pas qu'on a peut-être un peu regardé votre mission pour composer de choisir entre ces 2 rôles-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours du plaisir à soutenir l'émergence d'entreprises d'économie sociale, mais en même temps, il y en a tellement des magnifiques qui existent sur le territoire. Il y en a tellement qui se donnent corps et âme tous les jours et qui ont besoin de soutien pour s'adapter, ont besoin Il y a des changements. Des fois, tu parlais de nouvelle directrice générale, nouvelle direction ou nouvelle présidence. Ça fait partie de la vie. Des fois, ils ont des changements, puis on a besoin de les soutenir, ces organisations-là. Puis, il y en a trop, des fois, qui ne savent pas se tourner, tu sais, malgré qu'il y a du soutien du côté des MRC, les SADC et autres. Mais nous, on a besoin d'être là pour eux aussi, tu sais, pour se mettre en réseau. Une entreprise qui apprend à développer ses compétences entrepreneuriales en économie sociale, à comprendre mieux son ADN, puis à partager des pratiques avec d'autres organisations qui vivent les mêmes choses qu'elle, là, c'est essentiel. Puis ça va consolider un tissu là, encore plus. Puis dis-moi, Maude, s'il y a des gestionnaires d'économie sociale, d'entreprises d'économie sociale qui nous écoutent en ce moment, est-ce que tu aurais un message pour ces personnes aujourd'hui? Entourez-vous. N'hésitez pas à vous entourer de l'écosystème, dans l'écosystème de l'économie sociale. Des fois, on est ancré dans notre secteur d'activité, ce qui est évidemment extrêmement pertinent. Des fois, on ne pense pas aller s'ancrer dans notre modèle d'affaires. C'est quelque chose qui est tellement, des fois, naturel. Donc, oui, n'hésitez pas à vous connecter avec l'écosystème de l'économie sociale, que ce soit en contactant le pôle, en faisant affaire avec nous, en allant voir les membres de la SADC, de la MRC, pour pouvoir en savoir plus sur l'écosystème de l'économie sociale, voir vous référer à d'autres organisations, parce qu'à travers la région ou à travers la province même, il y a plusieurs acteurs, actrices du milieu de l'économie sociale qui sont là et qui peuvent vous aider plus que vous le pensez. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'être une entreprise d'économie sociale parce que, comme je disais au tout début, avec l'histoire de la naissance du pôle, on est toujours un peu en deux, des fois. Et c'est pas évident de se trouver entre un conseil d'administration, une équipe terrain, des clients, des membres et tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à venir prendre un café. On est là pour ça. Puis voilà, donc vous entourez. Bon, merci Maude. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut vous retrouver, le pôle, site Internet, réseaux sociaux? C'est le moment de te plugger. C'est ça. Ben, vous pouvez aller faire un tour au économiesocialestri.ca, qui est le site web du pôle. Vous allez pouvoir voir toutes nos petites faces de notre équipe de 5 agentes qui se déplacent partout sur le territoire de l'Estrie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à cet endroit-là. Évidemment, on a notre page Facebook du pôle entrepreneuriat collectif de l'Estrie, LinkedIn aussi, on est actif de ce côté-là. Puis, ben voilà, on fait des événements annuels. Donc, on a, nous aussi, notre AGA à chaque année, mais on a aussi à chaque mois de novembre notre grand rendez-vous de l'entrepreneuriat collectif. Donc, n'hésitez pas à rester à l'affût là, aussi de tout ce qu'on envoie dans nos infolettres et nos réseaux sociaux. Il y a plein de belles opportunités, là, des programmes. Oui, voilà. Je vous laisse aller regarder ça. Super. Merci beaucoup, Maude, d'avoir pris le temps d'être venue à Quaticook pour nous jaser d'économie sociale. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode inspirant de Paysages d'affaires. Pour réécouter les balados ou pour poursuivre la discussion ensemble, trouvez-nous au sadcquaticook.ca et sur les réseaux sociaux. À bientôt! Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie la SADC.